Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière, 15 décembre 2025, et lundi. On va parler migrants, on va parler flux migratoires avec Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti, qui nous raconte des anecdotes assez, comment dirais-je, truculentes. Écoutons-le. Le renseignement italien, depuis de très nombreuses années, voire depuis toujours, a une activité spécifique sur les migrations, puisque l'Italie étant très très côtière et très frontalière, eh bien elle est frontalière avec beaucoup de pays, pas uniquement la France, la Suisse et une pointe d'Autriche, mais également par voie maritime avec tous les anciens blocs de l'Est, toute l'ex-Yougoslavie. À ce titre-là, ne serait-ce qu'en passant par la Sicile, combien la Sicile étant italienne, et Pantelleria, qui est une île entre la Tunisie, entre la Libye et la Tunisie, c'était correct. Entre la Tunisie et la Sicile, qui est une île où Gérard Depardieu allait adorer, d'ailleurs, passer les vacances avec Carole Bouquet, et Gérard Depardieu avec lequel j'ai failli me battre quand j'avais 16 ans, 17 ans, parce qu'en fait, j'étais dans le port de Pantelleria tout seul et les amarres du yacht de François Carracci avaient lâché. Et Gérard Depardieu revenait d'une balade en bateau avec Carole Bouquet et le type qui leur servait de grouillot, quoi, de guide. Et puis, je me retrouve avec le bateau au milieu du port. Et Gérard Depardieu et quelqu'un qui était là aussi, commence à faire le malin en disant « Ah, c'est quoi ce bordel, machin, médu ?» parce que le bateau, le yacht de François Carracci n'était pas amarré français, il était amarré libyen parce qu'on venait de faire un petit passage par la Tunisie et par la Libye avec François-Joseph Carracci. Et d'un coup, je lui parle français, il me regarde avec sa tête d'abruti. Je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Il y a presque 25 ans. Puis je dis, il est où le problème, enculé? Tu crois que j'ai fait exprès que le bateau soit là, comme ça? J'ai 17 ans, 16 ans. Je sais pas comment on fait, moi. Et puis François Carracci est arrivé de ses courses parce qu'il était allé sur le marché de Pantelleria, et puis se sont démerdés avec la capitainerie du port. Mais je commençais à bien me chauffer avec Depardieu qui voulait faire le malin comme s'il était dans un de ses films. Parce que moi, c'est pas parce que quand il était jeune, il était chauffeur pour prostituées qui m'impressionnait. Il faut pas oublier, hein, c'est que la carrière professionnelle de Gérard Depardieu, c'est chauffeur de pute. Hein, c'est-à-dire qu'il amenait des putes, des prostituées, d'une ville à l'autre, de Lyon à Paris essentiellement, pour les proxénètes. D'accord ? Donc, c'est un très bel acteur, mais au passé qui sent le foutre, hein, on va dire ça comme ça. Donc les routes migratoires, Pantelleria, avec tous ces migrants qui se noient, les renseignements italiens connaissent ça parfaitement. La plus grande communauté étrangère en Italie, ce sont les Roumains. Là, il y a plus de Roumains en Italie, de Roumains de la diaspora roumaine, que de Roumains en France ou partout ailleurs dans le monde. Excepté en Roumanie, bien évidemment, ne soyons pas stupides. Les services secrets italiens, eux, gèrent les routes migratoires de façon à ce qu'en fait, il y a une passivité de la part des services de renseignement et de sécurité italienne tant que les Albanais, les Croates, les Roumains, etc. ne font pas parler d'eux, qui finissent pas dans la stampa, entre autres, dans un journal italien, et les renseignements les laissent tranquilles. Et dès l'instant où il y a une tête qui dépasse, le renseignement tue. Voilà, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas de procès qui coûte cher, de procès médiatique qui leur ferait passer pour des héros, pour des victimes, ces gens-là, ils disparaissent. Voilà. C'est la règle d'or des services secrets italiens. On fait disparaître ceux qui cassent les couilles. Point. On fait disparaître. Il n'y a pas de je vous préviens ou attention, nous on est une démocratie. Non, tu fermes ta gueule pour toujours. L'histoire des Nord-Africains ou des Noirs africains qui sont morts de froid entre l'Algérie et le Maroc, c'est tragique. J'en suis désolé pour eux. Déjà, il faut savoir qu'il y a de l'Atlas. Hein. Il fait très froid en fait, hein, dans le nord de l'Afrique. Il fait très froid dans le désert la nuit déjà. Il faut le savoir. Je l'ai vu quand je me suis retrouvé
dans des zones désertiques dans ma vie, et il fait froid dans l'Atlas, il fait moins quelque chose, il neige dans l'Atlas. Donc, évidemment, de toute façon, il faut bien le comprendre, il n'y a que des enculés pour en rigoler de ce que je vais dire, mais les gens partent avec ce qu'ils peuvent sur le dos, c'est-à-dire pas grand-chose. Et c'est évident qu'ils n'avaient pas un t-shirt et de la crème solaire quand il fait beau, et un passe-montagne et une doudoune quand il fait froid. Donc on se retrouve avec ces tragédies-là. Ces tragédies-là qui ont toujours eu lieu, qu'on sait aujourd'hui parce que tout est très médiatisé, parce qu'une info, je vous poste une info, une microseconde après, la Terre entière peut le savoir. Ce qui est une chose exceptionnelle, formidable, et à la fois terrible. C'est qu'on peut savoir quelque chose aujourd'hui en une seconde, alors qu'avant on mettait une semaine, un mois, un an à le savoir. Et encore, à le savoir de façon un peu biaisée. Alors qu'aujourd'hui, on peut savoir des choses, on peut beaucoup plus facilement recouper des informations parce que les réseaux sociaux sont des outils de renseignement à part entière. Tout le monde peut recouper des infos dans un sens ou dans un autre, dans ce qu'il arrange. Ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que tout un chacun n'est pas potentiellement un agent de renseignement parce que c'est une façon de recouper des faits, le renseignement, qui n'est pas une façon de tout le monde. Et même si on peut être très intelligent, très logique, le renseignement ne réfléchit pas forcément de la façon la plus intelligente et logique, mais de la façon en prenant en compte en fait les intérêts supérieurs d'une nation. C'est-à-dire qu'il arrive que le renseignement fasse des choses bizarres aux yeux de tous parce que le processus de réflexion et d'action, lui, n'est pas celui de tout un chacun. Donc, sur 65 millions de Français, il n'y a pas potentiellement 65 millions d'agents de renseignement, mais il y a 65 millions de personnes pouvant relayer une information. Bonne ou mauvaise, vraie ou fausse, géniale ou terrible. L'histoire des migrations internationales, ce qui est fou, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous potentiellement immigrants, un jour ou l'autre, que ça soit à notre échelle individuelle, de personnes, que ça soit à l'échelle des peuples. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les inondations, les tremblements de terre, les incendies, les guerres font que le peuple se déplace en permanence. N'oublions pas que la France elle-même n'est pas en totalité là où elle était avant. Il y a 300 ans, la France était en Belgique. La Franconie occidentale, Aix-la-Chapelle, c'était la France. C'était le royaume franc. C'était nous, quoi. On parlait à Aix-la-Chapelle, d'où le nom d'ailleurs très français, Aix-la-Chapelle, on parlait français. D'ailleurs, pendant très longtemps, on parlait français dans toutes les cours européennes, moins maintenant, mais parce que la langue diplomatique était le français. Avant le latin, puis le français. Et aujourd'hui, l'anglais. Mais ce que je veux dire, c'est ça, quand Donald Trump, qui est ce qu'il est, on a le Joker, au gouvernement aux États-Unis, c'est tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas Batman en face, quoi. On n'a pas de Batman. On a personne. Donc les États-Unis, il suffit qu'il y ait un problème cataclysmique pour que les États-Unis aient besoin d'aller se réfugier au Mexique, en Colombie, au Canada, au Groenland, etc. Toutes les plaines, d'ailleurs, on l'a vu avec la Louisiane quand il y a eu les grandes inondations il y a plus de 15 ans, eh bien, d'un coup, une partie des États-Unis était sous l'eau et n'était plus vivable, plus exploitable même au niveau de l'agriculture. Si la mer ne s'était pas retirée, cette partie-là aurait pu rester sous l'eau, puisque toute la partie Louisiane, notamment, ce sont des marécages. Pareil à Miami. Miami est à fleur de peau, est à fleur d'eau. Comme d'ailleurs la Hollande. La Hollande, à chaque fois que la mer monte, heureusement qu'ils ont appris à faire des barrages savamment efficaces et d'une ingénierie terrible, les Hollandais, parce que sinon c'est un pays qui physiquement, en fait, ne peut pas exister tel qu'il est, puisqu'il est sous l'eau. Il est sous le niveau de la mer. Bon. Pareil pour une partie de la Belgique et de la mer du Nord. Mais voilà. D'ailleurs, Moscou a été très longtemps sous l'eau. Il a été très compliqué de construire la ville de Moscou, tout autant d'ailleurs qu'il a été très compliqué de construire la ville de Versailles, parce que Versailles, c'était des marécages où la Seine et la Somme dégueulaient en permanence. Et bien, pareil en Russie, Moscou a été très très difficile à construire parce que c'était des marécages. Énormément de gens sont morts, etc.,
pour qu'un empereur, les tsars, veuillent vivre dans cette ville qui est très difficile à vivre, qui est loin de la montagne, qui est loin de la mer, qui n'a pas d'intérêt particulier. Et très longtemps, les Romains, eux, savaient faire les choses. Se demander comment c'est possible qu'on oublie des savoirs essentiels de survie. Les Romains construisaient des oppidums en hauteur parce que souvent ils savaient que il pouvait y avoir des incendies, des inondations ou des bêtes sauvages qui vivaient dans les vallées. Donc on se mettait en hauteur, on surplombait, on attendait. Après les châteaux de défense ont compris qu'il fallait se mettre sur des pitons rocheux, à la différence des châteaux d'apparat qui sont en plaine, qui sont beaux mais qui sont attaquables en 2 secondes. Et bien voilà, ce sont ces principes-là de maîtrise de la géographie. Les routes migratoires, moi qui suis autant un passionné d'anthropologie que de géographie, je le vois, je le comprends, je vous offre à le comprendre. Du point de vue du renseignement, c'est que personne n'est maître de son territoire. Aucun individu, aucun pays. Même si tous les moyens militaires meurtriers permettent à l'instant T de défendre un territoire, ce territoire ne l'est jamais pour toujours. Déjà, parce que les États ne sont pas éternels, l'Empire ottoman peut vous l'expliquer, l'Empire romain peut vous l'expliquer, etc., etc. Donc, tous ces gens qui vont essayer de survivre, en fait, à la misère de chez eux, c'est une tragédie. Quand les partis politiques d'extrême droite nationalistes défendent l'idée que ces gens-là sont des connards qui viennent nuire à notre pays. Bien sûr qu'il y a des connards dans ces gens-là, parce qu'il y a des connards partout. Il y a des connards chez les gens qui pensent que les autres sont des connards. C'est ça le problème. À Londres, on voit que la migration pakistanaise, notamment londonienne, a brisé la ville. Parce qu'à un moment donné, ça bascule en fait. Les gens qui fuient de chez eux amènent leur culture avec eux. Et quand c'est une culture depuis des décennies ou des siècles de violence, comme c'est le cas par exemple avec les Afghans, eh bien à part de les obliger à passer par des psychothérapies extrêmement efficaces et indispensables en disant si tu réussis pas ta thérapie, tu rentres pas chez nous, parce que les mecs ou les femmes d'ailleurs, il y a des femmes dangereuses, hein. Eh bien, tous ces gens-là ont le tourment en eux et parfois ont le goût du sang en eux. Quand vous voyez en permanence des gens se faire égorger, décapiter ou je sais pas quoi dans votre pays, il arrive très souvent que vous arrivez avec ça en vous. En tant que traumatisé, oui, mais il y a des gens dans ces traumatisés qui deviennent aussi des traumatiseurs. Les bourreaux et victimes est une frontière délicate. D'ailleurs, souvent les bourreaux aiment se faire passer pour des victimes pour réussir à passer les frontières. Donc voilà, l'idée de ce podcast pour les ondes clandestines, c'est juste de dire du point de vue du renseignement qu'il est très très compliqué de maîtriser les développements, les mouvements migratoires. On le voit en Italie avec l'ex-Yougoslavie où énormément de Croates, Albanais, Kosovars, Serbes sont arrivés sur les côtes italiennes à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, entre autres de Berlusconi, il me disait « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Des villes entières italiennes n'étaient que serbes, croates, etc. Et derrière, certaines ne sont restées. Dans la partie des Pouilles, notamment, dans la botte italienne, mais aussi dans la partie vénitienne, il a été très, 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 très compliqué de gérer cela. Parce que déjà, ces gens avaient faim, avaient soif, avaient froid. Donc il fallait les loger, il fallait les nourrir, il fallait les faire travailler, et l'Italie ne le pouvait pas ou ne le voulait pas. Donc ce sont des gens qui, voyant qu'ils n'avaient rien à disposition et que le système de sécurité italien fonctionnait suffisamment pour que ces gens-là ne puissent pas s'imposer, ils se disaient qu'il fallait qu'ils aillent ailleurs, en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Ou même beaucoup, les Kurdes par exemple, se sont beaucoup retrouvés en Allemagne, en Suède et au Danemark. Vous avez une énorme communauté turque et kurde dans ces coins-là, ce qui paraît que, d'ailleurs on le voit dans les nouvelles séries nordiques, un tiers des acteurs sont kurdes ou turcs. Moi je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas la question. Du point de vue du renseignement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer, et du point de vue de sécurité nationale aussi. Est-ce qu'il faut être un grand accueillant ou pas du tout? Ça, c'est pas la question à laquelle j'ai à répondre.
en tant qu'expert en signaux faibles. La question à laquelle je souhaite répondre avec vous, c'est cela, c'est de se dire que c'est une activité très compliquée et c'est une misère humaine à gérer, que certains États, providence comme on dit, comprennent mieux et absorbent mieux, plutôt que des États réfractaires ou identitaires ou qui ont peur d'être dissous dans ce qui arrive. Ce qui a aussi sa légitimité, dans le sens que qu'un État français veuille rester français, au final, en quoi c'est terriblement incompréhensible à comprendre. Après, que cet État français qui veuille rester français soit terrible et méchant avec les peuples de la terre entière et d'une grande violence, là, évidemment, c'est une chose qui est à relativiser, qui est à réfléchir. Et voilà, les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis encore très nombreux sur cet épisode des ondes clandestines consacré au flux migratoire. Merci à Jean-François Carracci de nous l'avoir exposé, illustré et synthétisé sur cet épisode de 15 minutes. Merci de votre confiance. À très bientôt. Au revoir.